Je vais demander à Arnaud Moureau de me rejoindre sur scène. Il est par là, Arnaud Moureau, ancien champion de lutte. Ben oui, j'aurais pas pu passer à côté. Ancien champion de lutte. Son combat, c'est d'agir pour le bien commun. Aujourd'hui, vice-président de l'ONG Ashoka Europe, qui soutient les acteurs du changement. Arnaud, alors je vais vous laisser la main pour que vous nous présentiez les leaders positifs qui vous inspirent quand on parle d'inclusion économique. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'être ici pour partager avec vous, je pense, un moment d'énergie et qui, je l'espère, vous donnera à réfléchir sur comment regarder le monde aujourd'hui. Ce qui me frappe en étant aujourd'hui à la tête d'Ashoka depuis presque une vingtaine d'années, c'est que on peut effectivement regarder le problème, enfin le monde au travers des problèmes, au travers de la difficulté à se réinventer, à trouver finalement des solutions à la transition juste, à la transition sociale, environnementale. Mais on peut aussi, lorsqu'on est à ma place, le regarder par le prisme de celles et ceux qui apportent quotidiennement des solutions, qui sont à la recherche finalement de nouveaux modèles, que ce soit des modèles économiques, des nouveaux modèles d'alliance, des modèles de collaboration qui permettent finalement de faire de ces problèmes des opportunités. Et aujourd'hui, au quotidien, vous ne le savez peut-être pas, mais vous utilisez bon nombre d'innovations qui ont été portées d'abord par des entrepreneurs sociaux. Wikipédia était un entrepreneur social que Ashoka a soutenu dès le début. Le Airbnb a été inspiré par Couchsurfing, que peut-être que vous connaissez, qui a été créé 5 ans avant Airbnb. M-Pesa, pour ceux qui connaissent un peu le Kenya et finalement le mobile banking, a été inventé par un entrepreneur social qui avait besoin d'amener des solutions et de l'information financière à des petits producteurs à un coût et à une vitesse qui n'existait pas sur le marché. Et donc ces femmes et ces hommes ont un jour choisi finalement de prendre le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B et d'amener une véritable solution à ces bénéficiaires, aux personnes qu'ils avaient envie de servir. Et ce faisant, parfois sans le savoir, ils ont ouvert de nouvelles industries, de nouveaux paradigmes dans lesquels se sont ensuite engouffrées des entreprises, plutôt du secteur commercial plus classique, mais qui ont pu à leur tour amener une force de frappe, une capacité de mise à l'échelle de l'innovation que ces entrepreneurs sociaux ne pouvaient pas faire seuls. Et donc pour moi, c'est extrêmement, j'ai envie de dire, gratifiant de ce soir venir vous parler de certains de ces projets. En fait, ce n'est pas moi qui vais vous en parler parce que je le ferai beaucoup moins bien que celles et ceux qui vont venir sur scène et qui vont succéder. Ils ont un défi majeur, c'est en 4 minutes de vous raconter ce qu'ils ou elles font. Et donc ça ne va pas être évident. Je vais être le méchant et le timekeeper lorsqu'ils seront un peu trop bavards. Mais j'espère que vous sortirez de cette séquence avec la niaque, avec l'envie de collaborer avec eux. Et si vous êtes une entreprise ou un dirigeant d'entreprise, le fait de vous dire que ces projets que vous voyez là ne sont pas des projets sociaux, ce ne sont pas des projets juste à impact, ce sont potentiellement vos prochains business partners, ce sont possiblement un laboratoire et un réservoir d'innovation sociale, comme ça a été dit sur la table ronde précédente, qu'il faut considérer comme tel. Et donc je vous invite à les regarder avec cet œil-là et pas uniquement avec l'œil de projets sympathiques qu'on a envie de soutenir de façon philanthropique, mais plutôt de détecteurs de tendances, de gens qui sont en train de lire le monde à venir et qui pourraient très certainement vous faire gagner des décennies. Voilà, merci pour cet accueil. Et je vous propose de commencer par une femme qui a choisi de faire de l'entrepreneuriat féminin son cheval de bataille. Ça fait maintenant 7 ans, Marie, que tu es un peu plus, mais moi j'ai 2017 là. Donc un peu plus, mais on va dire que ça fait 2017 que tu as fait le choix de montrer que les femmes avaient un potentiel phénoménal pour peu qu'on soit capable de les accompagner comme il le faut. Je vous propose d'accueillir Marie-Éloi. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, ça fait un bien fou. Merci Saïd d'organiser ce sommet. Ça fait du bien dans ce climat de morosité où tout le monde a tendance à un peu se replier sur soi, de parler de ensemble et de inclusion. Et moi, le ensemble, c'est ce qui me porte depuis 15 ans maintenant, Arnaud. C'est vraiment ce qui me porte depuis 15 ans. Avant, je connaissais rien à l'impact, ni au business, ni à l'entrepreneuriat. J'étais journaliste à l'international sur les sujets éducation. Et puis, à la naissance de mes enfants, j'ai cofondé une école Montessori dans un tout petit village en Bretagne. Et cette école existe toujours. Mes enfants ont fait leur scolarité dedans.
Et en fait, j'ai découvert plusieurs choses. D'abord, j'ai découvert le pouvoir de l'intelligence collective, à quel point on est puissant quand on est ensemble. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est la sororité. Parce qu'on était plein de mamans, il y avait des papas aussi, mais surtout beaucoup de mamans, à nous entraider dans nos projets professionnels et du coup à avoir envie d'aller plus loin. La troisième chose, c'est le fait qu'on peut toutes et tous avoir un impact. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. Mais le fait de planter une graine, cette idée d'école, bah, ça a marché, ça a fonctionné, ça a eu un impact autour de moi. Et c'est addictif en fait. À partir du moment où on commence à avoir un impact, on a envie de continuer et on se rend compte qu'on a une capacité d'agir qui est gigantesque, qui est souvent étouffée, mais qui est là en chacun de nous. Et du coup, j'ai continué. J'ai créé un premier réseau qui s'appelle Femmes de Bretagne, un réseau d'entraide pour toutes les femmes qui veulent créer leur entreprise en Bretagne. Et très vite, ça a été un grand succès parce que c'est 500 événements par an aujourd'hui. Et on l'a dupliqué à toutes les régions de France. Ça s'appelle Femmes des Territoires. Femmes des Territoires, donc c'est pour toutes celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui 14 000 femmes accompagnées en 2023 et c'est présent dans tous les territoires. Merci. Donc j'ai continué. J'ai créé ensuite Bouge ta boîte. Bouge ta boîte, c'est un réseau business parce que c'est très bien de dire aux femmes d'entreprendre. Mais après, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que la majorité des dirigeantes d'entreprises en France ne vivent pas de leur activité. Pourquoi? Pas par un manque d'expertise, hein. Elles sont hyper expertes, elles ont la niaque, elles ont tout ce qu'il faut. Ce qui manque, c'est les codes entrepreneuriaux et notamment le réseau. La différence à la tête des petites entreprises entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes, ils vont réseauter de façon formelle ou informelle. Nous, les femmes, on est hyper doués pour réseauter, mais au niveau perso, au niveau babysitter, bon plan, médecin, etc., on est au top. Par contre, au niveau professionnel, on reste isolé. Donc Bouge ta boîte, c'est un réseau business, c'est le seul aujourd'hui en Europe. On est dans 163 villes. On organise 5000 réunions de travail par an pour bouger son leadership, son chiffre d'affaires, ses compétences, et ça marche. Donc on vient d'ouvrir l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg. C'est parti pour continuer. Et puis, par la suite, on a commencé à travailler aussi avec les grands groupes, les ETI, les administrations, pour booster les carrières des femmes et travailler avec les salariés avec la même méthode que pour les entrepreneurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vision globale de l'impact économique des femmes, à la fois sur la création d'entreprises, sur le développement avec Bouge ta boîte et sur les carrières des salariés. Et je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'on parle tout le temps des freins des femmes. J'en peux plus. J'aimerais vraiment qu'on parle des forces. Parce que les femmes, partout dans les territoires, c'est une force de transformation immense de notre pays, avec un impact qui est social, qui est sociétal, qui est environnemental, qui n'est pas du tout perçu et qui est pourtant locomotive partout dans les territoires. La deuxième chose, j'ai fini Arnaud, la deuxième chose, c'est qu'on n'arrivera pas à faire face à tous les enjeux qui sont face à nous sans mixité, sans diversité. On n'arrivera pas à faire face avec une vision partielle des enjeux de l'humanité. On n'arrivera pas à faire face avec une partie de l'intelligence collective et une partie des solutions. On a absolument besoin de tout le monde, des femmes, des hommes, de toute la richesse de la diversité. C'est vraiment la mixité qui permettra de changer le monde. Waouh, merci Marie. Merci, je sais que c'est frustrant, mais je pense que le message est passé. Bravo encore une fois pour cet impact sur ces 15 dernières années. Je corrige volontiers mon erreur. Et maintenant, je serais ravi de vous parler d'un projet. On va parler de santé, on va parler de quelqu'un qui est un entrepreneur, qui est un infirmier de formation, mais qui a choisi, parce qu'il a vécu lui aussi le problème d'accès aux soins, de transformer finalement la donne quand il s'agit de donner accès aux soins à ceux qui sont, on va dire, dans les zones périurbaines, qui sont sur des territoires mal desservis. Je lisais en préparant ça qu'il y a une différence parfois de 10 ans d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur. Et c'est multicausal, évidemment, et je vous propose, pour en parler, d'accueillir Abdelali El Badawi pour nous parler de son projet Banlieue Santé. Où est-il? Où est-il? Eh bien, il est là. Je t'avais pas vu. Tiens. Allez, Bonsoir 4 minutes. à toutes et à tous. Merci Saïd, merci à tout le monde d'être là ce soir. Je sais que c'est un horaire pas facile pour les parents surtout.
qui sont en train de se dire « Ah, je vais aller à la crèche et tout et tout ». Bon, on va essayer d'aller vite, bien et fort. Donc Abdelali, 41 ans, infirmier de profession. Merci à Marie de parler des femmes. Merci à toutes celles et ceux qui aujourd'hui s'engagent pour les femmes. Alors moi, j'ai voulu avoir un travail très fort sur la question des inégalités sociales. Tu l'as dit, 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. Il y a un enjeu très fort, c'est qu'aujourd'hui, il faut réduire ces écarts d'espérance de vie. Parce qu'il y a une réalité, c'est que les ouvriers, qui sont ceux qui ont cotisé à la sécurité sociale en 1948 et qui ont été les premiers à cotiser, qui nous permettent d'avoir un système aujourd'hui de santé, une CAF et autres, qui en fait, en réalité, sont ceux qui ont le moins utilisé ces droits sociaux. Donc il y a une réalité très claire, des chiffres, souvent, qui sont peu dits, c'est que ces ouvriers eux-mêmes viennent issus de l'immigration. Donc il y a un réel enjeu, c'est comment aussi ces parents, mais aussi leurs enfants qui, par la suite, vont prendre la suite, puissent avoir accès à un système de santé équitable. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de personnes malades, les pluripathologies, mais aussi il y a de moins en moins de médecins, moins en moins de services. Donc il y a une réalité aujourd'hui qui nous tombe dessus, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout cela ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a décidé, nous, d'agir à la racine en disant il faut aller identifier les patients, non pas attendre que le patient arrive chez le médecin, mais aller chercher le patient, toquer à la porte, former les gens, former les patients à devenir eux-mêmes autonomes sur la question de la santé, mais aussi créer des lieux de vie, des lieux de santé, je dirais, participatifs qui permettent à toutes et à chacun d'avoir accès à la santé. Alors, entrepreneur social, c'est un mot qui est bien grand, que je ne connaissais pas il y a encore 5 ans avant que je rencontre Ashoka et que je devienne un fellow Ashoka en 2022, tout comme Saïd et d'autres. Et puis, ça m'a, je dirais, fait grandir, puisque grâce à ce fellowship, j'ai pu transformer l'organisation en créant aujourd'hui plus que des lieux de vie. C'est un staff, une équipe qui a un impact systémique, social et économique, puisque maintenant on travaille sur les politiques publiques avec certains ministères pour transformer les questions de santé, je dirais, de manière profonde, parce qu'il y a une réalité, c'est que le système de santé est encore beaucoup trop vieux, et donc il faut agir à la racine. Alors, pour faire très court, très simple, encore une fois, j'ai fondé Banlieue Santé, qui ne veut pas dire quartier populaire, banlieue, lieu banni, la mise au ban, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Et donc, au XIVe siècle, les rois mettaient les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents, dans des lieux bannis. Les lieux bannis étaient la ruralité, donc je me sens beaucoup plus proche de la ruralité même en termes d'ADN. Moi, je suis un fils d'ouvrier, mais un fils surtout de berger, d'agriculteur. Et donc, souvent, on nous met à contre-courant entre les uns et les autres. Et nous, on dit qu'on vient de cet ADN, ça coule dans nos veines. Et donc, on a décidé de aussi rassembler en disant il faut aller chercher toute personne loin du droit commun et loin des politiques publiques. Donc, aujourd'hui, on est au ministère de l'économie. Donc, le ministre de l'économie, il faut lui dire qu'il faut mettre plus d'argent, plus de moyens encore. Je ne sais pas s'il nous entend, mais en tout cas, on va lui faire passer les messages, Saïd. Et aujourd'hui, il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur tout un tas d'inégalités sociales, qu'ils viennent des quartiers populaires ou pas. Et donc, je pense qu'il faut les visibiliser davantage. Donc, merci à Saïd et à d'autres de faire ce travail. Merci à vous. Merci Abdelali. Merci beaucoup. Et merci d'avoir rappelé aussi la signification de banlieue. Je pense que beaucoup d'entre nous ne le savaient pas. On va maintenant parler d'accès à l'éducation, d'accès aux études supérieures. Je pense qu'il y a des parents qui doivent se prendre la tête à l'idée de devoir rentrer des trucs dans Parcoursup dans pas très longtemps. Et vous allez voir que finalement, l'accès aux études supérieures, il est malheureusement aussi, lui, empreint de discrimination, d'autocensure et d'un certain nombre de choses qui font que tout le monde n'a pas les mêmes droits et les mêmes chances d'accéder aux grandes écoles et aux universités. Et pour ce faire, je vais demander à Margot Lecoeur de me rejoindre sur scène pour parler de la Fondation des territoires aux grandes écoles. Bienvenue Margot. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse aujourd'hui de m'exprimer devant vous. Pourquoi avoir créé des territoires aux grandes écoles? Pourquoi ce nom? Tout simplement parce que quand moi et mes camarades issus de villes de la ruralité, donc de villes plus ou moins éloignées de Paris, pour ma part du Pays Basque, on s'est rendu compte qu'autour de nous, dans les écoles qu'on avait rejointes, pour ma part l'école de droit de la Sorbonne, il y avait peu de gens qui avaient les mêmes accents que nous, les mêmes références et aussi les mêmes origines. Et on s'est dit, mais pourquoi ça? Et en fait, on s'est rendu compte que
il y avait des problèmes d'autocensure et que même si des lycéens, qu'ils viennent de Itsasou, de Guéret ou de Paris, avaient les mêmes résultats au baccalauréat, et bien en fait, un lycéen issu d'un lycée en dehors de la région parisienne avait 6 fois moins de chances d'intégrer une grande école qu'un lycéen parisien. C'est une différence qui est énorme et nous, on a décidé d'agir. On a décidé d'agir comment, de manière très simple, en créant un lien qui n'existait pas entre les étudiants, les jeunes issus des lycées ruraux qui ont accédé aux grandes écoles et qui en fait vont tout simplement revenir parler de leur expérience dans les lycées desquels ils sont issus, auprès des lycéens d'aujourd'hui, et de leur raconter comment ils se sont construits dans ces écoles, comment ils se sont adaptés, comment ils ont réussi à grimper la marche parfois nécessaire pour atteindre le niveau scolaire des autres. Et en fait, par cette simple interaction entre des étudiants et des lycéens, on a réussi à créer un engouement pour poursuivre des études supérieures plus sélectives que ce qui était à l'origine. Et c'est comme ça que tout a commencé. À la suite de ça, donc, on a créé, on s'est renforcé. Aujourd'hui, on est présent dans 60 départements partout en France. Et on va aller chercher les lycéens les plus éloignés pour leur dire, venez, on va vous accompagner de la première à la fin de la terminale. Un étudiant issu de votre lycée, issu de votre territoire, va vous accompagner pour vous donner les codes, pour vous expliquer comment on remplit Parcoursup, comment on passe des entretiens, comment on écrit des lettres de motivation. Tout ça pour leur donner la force, le courage, l'ambition d'aller faire ces écoles, vers ces classes préparatoires, et pour les pousser à aller faire ces études qui sont des études passionnantes et auxquelles ils ne devraient pas se fermer juste parce qu'ils ne sont pas issus d'un grand lycée parisien ou d'un lycée dans lequel c'est normal d'accéder à ces grandes écoles. Et puis notre création de liens ne s'arrête pas là, parce que ces étudiants qu'on suit et qu'on amène vers ces grandes écoles, on veut qu'ils gardent un lien avec leur territoire, parce que c'est extrêmement important. Les territoires, il ne faut pas les fuir. C'est des endroits pleins de richesses où il y a de multiples opportunités, que ce soit pour exercer, pour créer des entreprises. Et donc, on veut conserver ce lien. Et donc, on met en lien les lycéens, les étudiants, les entrepreneurs, les gens qui travaillent dans les territoires, pour que tout ça, ça forme une boule de neige qui prenne un petit à petit, et que le lycéen, il se dise une fois qu'il est diplômé, ah mais tiens, c'est vrai que j'ai rencontré tel entrepreneur qui exerce à côté de mon village, mais pourquoi pas aller exercer avec lui, pourquoi pas créer une entreprise qui est proche de ce qu'il fait lui, et donc contribuer moi aussi à la richesse de mon territoire et à la richesse de notre territoire ensemble qui est la France. Et donc voilà, notre idée, c'est vraiment de faire partir pour mieux revenir les jeunes et que la boucle soit ainsi bouclée. Merci. Merci Margot. Merci beaucoup. Ça va vite. J'espère que vous tenez et que ça vous passionne. En tout cas, moi, je suis ravi, et je suis ravi aussi d'accueillir notre prochain présentateur. C'est finalement celui qui est capable de démontrer qu'on peut à la fois conjuguer succès entrepreneurial et impact social, mais ce n'est pas du compte nickel dont il est un des fondateurs qu'il va venir nous parler aujourd'hui, mais de mon ami poteau. Je vous propose d'accueillir Riyad Boulanoir. Merci à tous. Merci Saïd. Merci. Merci pour tout ce que vous faites déjà. Ça fait du bien de voir cette sincérité, cette humanité. Et ça me fait du bien, et c'est peut-être ça que j'ai voulu mettre à l'honneur sur mon nouveau projet. Alors ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fondé le Compte Nickel. Je suis un ingénieur, j'ai 51 ans. J'adore la technologie et j'adore l'intelligence artificielle. Et c'était justement pour mettre en valeur toutes ces initiatives, parce que c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Ça marche assez bien quand on marche tous ensemble. J'ai vu les expérimentations de la BNP, l'ascenseur. Ça marche très bien aussi quand on vous met des moyens, ou du moins quand on les canalise là où il faut. Ça marche aussi très bien quand on vous valorise. Et pour toutes ces raisons, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche assez bien. J'ai jamais voulu opposer la solidarité, l'efficacité, la modernité. J'ai voulu toujours essayer de les conjuguer. C'est ce que j'ai fait avec Nickel. Et c'est ce que je voulais faire là avec. Et je voulais lancer une monnaie qui allait être dédiée complètement à la solidarité. Alors cette monnaie s'appelle le poteau. Alors elle a plusieurs particularités. D'une part, elle est sûre. Elle est sûre, elle est équivalente à 1 euro. Donc un poteau est égal à 1 euro. Elle a une deuxième particularité, c'est qu'elle est publique.
C'est-à-dire que tout ce qui se passe en poteau, on le voit. Ça veut dire que si Riyad il crée des poteaux et qu'il les donne à Mosaïque RH, bah, tout ça, ça se verra. Mais plus encore, ce que va en faire Mosaïque RH, on va également le voir. Et ce qu'on en fera, et au fur et à mesure de sa circulation, on va voir. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va pouvoir voir l'impact. Vous allez pouvoir agir et montrer votre action en toute transparence et en montrant votre impact, sans être obligé de rédiger des rapports, sans être obligé. Et pour le donateur, lui, il va avoir un effet à plusieurs, il va avoir plusieurs effets successifs, c'est-à-dire que la première fois qu'il va donner, bah, il va être content. Quand on est toujours content, quand on donne ça déclenche plein de bonnes hormones, ça envoie de l'oxytocine, de la dopamine, etc. Mais plus encore, on est encore plus content quand on en voit l'impact. Et c'est ça l'objet de ma nouvelle monnaie. Ça s'appelle le poteau. Elle est lancée, il m'a fallu 4 ans pour la monter. Elle est agréée par la Banque de France et par la CPR. Elle est en existence depuis jeudi dernier. Et tout ce que je vous souhaite à toutes ces associations, tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir des millions de poteaux pour vous et pour vous encourager, parce que franchement, vous le méritez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Riyad. Merci beaucoup. On est dans la tech, on va rester dans la tech, mais vous le savez peut-être, l'accès au métier de la tech n'est pas égal non plus. On est très très loin même de l'égalité et une entrepreneure a choisi de s'y attaquer. Elle s'appelle Emmanuelle Larocque et elle va venir vous parler de Social Builder. Merci Anno. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment Mosaïque RH, Saïd et toute l'équipe pour nous donner la parole et de la visibilité sur nos projets. Alors, donc moi j'ai fondé une association d'intérêt général il y a 15 ans maintenant. Je crois que 15 c'est un chiffre important dans l'entrepreneuriat social. Et mon début avec l'entrepreneuriat social, c'était comme je pense beaucoup d'entre nous, c'est la flamme. La flamme de résoudre un problème, en tout cas d'essayer de contribuer. Et moi c'était l'égalité professionnelle. Mon sujet, c'était les mêmes salaires, les mêmes opportunités, les mêmes métiers et les mêmes possibilités pour les femmes. Voilà, ça a commencé. Et en plus, au début, je voulais que ça se fasse pour des milliers de femmes. Alors bien sûr, quand on part de ce postulat-là, quand on se dit des milliers de femmes, alors déjà, on n'a pas tout de suite conscience des difficultés qui vont se dresser devant nous, sinon on ne le fait pas. Voilà. Mais par contre, on se dit qu'il faut absolument une logique économique. Donc ça, c'est très important, puisque du coup, il fallait baser le projet sur quelque chose de solide pour qu'il puisse croître et faire plein de petits résultats. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment parti sur un besoin de marché non satisfait. On avait d'un côté 2,5 millions de demandeuses d'emploi, dont 20% diplômés du supérieur. Et on avait de l'autre côté 200 000 emplois en cours de création, en tout cas sur les 5 prochaines années, dans le secteur du numérique et de la tech. À peu près l'ensemble des métiers qui allaient être traversés, bouleversés par la technologie. Et pas forcément des vraies solutions de recrutement pour les entreprises qui manquaient cruellement de talent. Donc on est parti avec 2 convictions au début de Social Builder. C'était que si les femmes ne vont pas sur ces métiers d'avenir, les inégalités professionnelles vont s'accroître de manière dramatique. Et d'autre part, la reconversion professionnelle serait inéluctablement un levier de croissance des entreprises. Et donc Social Builder est né comme ça. Est né sur cette hypothèse qu'on devait apporter une solution, une vraie solution à ce gap de marché qui permettrait de réconcilier un petit peu à la fois les enjeux sociétaux et à la fois les enjeux économiques. Et donc on a proposé une solution qui permettait non seulement aux femmes de donner envie d'aller vers des métiers qu'elles ne connaissaient pas, que bien souvent elles ne se sentaient pas l'envie d'intégrer pour tout un tas de raisons que vous connaissez autour des stéréotypes, de leur permettre d'accéder à des formations pour se reconvertir dans les meilleures conditions et accéder aux entreprises. Et on l'a fait de manière extrêmement, je dirais, pratico-pratique. C'était des campagnes de communication où on donnait envie d'aller vers les métiers, rendre les métiers désirables. C'était des forums partout en France où les femmes rencontraient des femmes comme elles qui s'étaient reconverties, qui avaient la passion de métier, qui développaient aussi des organismes de formation qui leur donnaient accès à ces métiers. Et puis bien sûr les entreprises pour incarner vraiment les métiers vers lesquels elles allaient aller. C'était des compétences à développer, beaucoup de compétences transverses pour entamer un parcours de reconversion professionnelle dans les meilleures conditions et des liens, des relations avec les entreprises. Voilà, ça c'est le début de Social Builder et aussi ce que fait Social Builder aujourd'hui. Et puis ça continue après avoir accompagné 80 000 femmes aujourd'hui.
Et c'est un petit, mais c'est à la fois un de nos grands objectifs, donc on en est super fiers. C'est l'histoire qui continue avec un nouveau programme qui s'appelle FEMA, Féminisons les métiers d'avenir. Et après avoir ciblé la tech, maintenant on va sur la tech appliquée. La tech appliquée au secteur de la construction, de l'énergie, et puis de la mobilité et aussi de l'industrie. Donc maintenant, avec ce nouveau programme, on va accompagner 15 000 femmes partout dans les territoires pour accéder à ces nouveaux secteurs pour les femmes, parce que c'est des secteurs où en effet il y a encore peu de femmes. Et là, on vient d'apprendre qu'on a eu un coup de pouce et qu'on est lauréat de CMA. Donc France 2030 sera un allié dans cette aventure. Voilà. Donc merci de votre écoute. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Je regarde le chrono, on va être un tout petit peu... C'est bon? On est bon. Donc, mon prochain invité est un peu dans le même domaine. Il essaye de réconcilier à la fois les besoins de la tech, mais plutôt dans le business développement cette fois, et finalement des gens en très grand nombre qui ne trouvent pas d'emploi pour différentes raisons. Je vous propose, pour en parler, d'accueillir Youssef Koutari. Merci Saïd. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Youssef Koutari. Pour votre information, mes amis me disent au quotidien que je suis une arnaque. Pourquoi une arnaque? Je suis né à Casablanca, je suis venu à l'âge de 5 ans. J'ai redoublé mon CE1 parce que je ne savais pas parler français. J'ai redoublé mon baccalauréat, viré, exclu de mon lycée par un comportement qui n'était pas forcément, on va dire, adapté. J'ai fait 3 lycées différents. À l'université, pareil. Rejeté en deuxième année parce que j'avais d'autres préoccupations et que je n'avais pas donné encore de sens à ce que je voulais faire dans ma vie. Aujourd'hui, Youssef Koutari, c'est une autre personne. Oui, je suis une arnaque. Aujourd'hui, je suis suivi par plus de 500 000 personnes sur LinkedIn. J'ai fondé Coûte que coûte, la première école de commerce inclusive en France qui forme au métier du business développement dans le monde de la tech. J'ai travaillé avant ça dans des groupes internationaux comme Oracle, spécialisé dans l'IT. Et puis en fait, comme beaucoup de jeunes, j'aurais pu autant me retrouver au chômage en train de galérer que me retrouver dans des belles boîtes en train de travailler et construire ma vie professionnelle et personnelle. Et ça, c'est dû au manque d'informations, au manque de connaissances, au manque de réseau, au manque de personnes qui croient en nous. Parce que je m'en souviens encore, lorsque je postulais pour trouver un job, j'avais 10 fois plus de difficultés que les autres. Donc on nous a sans cesse répété, nous, dans les quartiers populaires, qu'il fallait en faire 10 fois plus que les autres pour réussir. Et franchement, en faire 10 fois plus tout le temps, c'est assez fatigant. On n'a pas envie d'en faire 10 fois plus pour réussir. On a juste envie, en fait, de faire comme tout le monde, de prouver par nos qualités, de prouver par nos compétences que nous aussi, en fait, on a notre place dans cette société. Et c'est pour ça que j'ai fondé Coûte que coûte. Je l'ai monté il y a 2 ans, en me lançant un défi. 2 ans après avoir quitté mon CDI. Un CDI que j'avais durement acquis, moi qui avais bien galéré juste avant ça. En fait, en France, le seuil de richesse, il est à partir de 3 800, 3 900 € par mois. Et ce seuil de richesse, il y a à peu près 7,4% de la population qui l'atteint. Et ben moi, 1 an après avoir fini mes études, j'étais déjà riche. Riche parce que dans les métiers de l'IT, on peut très rapidement avoir des salaires entre 5, 6, 7 000 € alors qu'on débute à peine sa carrière professionnelle. Et donc j'ai fondé cette école pour accompagner tous ces jeunes à avoir de belles perspectives. Parce que de belles perspectives, c'est aussi bien gagner sa vie. Lorsqu'on vient de certains quartiers, on a besoin d'aider ses parents, d'aider sa famille, de s'en sortir, de construire ses projets professionnels. On n'a pas forcément de patrimoine au démarrage. Donc Coûte que coûte, ça a été lancé il y a 2 ans maintenant. On a commencé avec 10 étudiants, sans diplôme, sans référence, sans locaux. Aujourd'hui, 2 ans après, on a plus de 500 étudiants dans l'école. On est implanté à Colombes, à Montpellier, avec la perspective l'année prochaine d'ouvrir 4 nouvelles écoles, à Nantes, à Lille, à Marseille et à Avignon. On a aussi levé plus d'1 million d'euros cet été pour financer et soutenir cette croissance. Et je voulais tout simplement dire aux entreprises, à toutes les personnes qui sont présentes, en fait, de soutenir ça. Ne pas soutenir les jeunes parce qu'ils ont uniquement besoin d'être aidés. En fait, nous, lorsqu'on vient des quartiers populaires, on ne fait pas de la mendicité. En fait, on n'a pas envie d'être recruté pour être aidé. On a envie d'être recruté pour nos compétences, pour nos qualités, pour ce qu'on est, pour nos valeurs, pour la détermination qu'on a et parce qu'on a envie de réussir, tout simplement. Alors, merci beaucoup. Merci Youssef. Merci, je pense que le message est bien passé, mais merci effectivement de mettre l'accent sur les compétences, sur la niaque, sur l'envie avant tout. On va changer d'univers.
mais on reste dans l'entrepreneuriat, on reste dans finalement l'inclusion et on va parler de mode cette fois. Je suis très très heureux d'accueillir quelqu'un qui est à la fois une grande artiste, créatrice, qui a habillé des stars hollywoodiennes quand elles étaient sur le sol français, qui va vous parler de son parcours. Je vous prie d'applaudir Sakina Msa. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mosaïque RH, Saïd, Géraldine et toute la team. On va faire un petit quiz avant de se quitter. Je voulais savoir, parmi vous, levez la main ceux qui savent qui est Yves Saint Laurent. Merci. Ceux qui savent qui est Balmain. Très bien. Ceux qui savent qui est Gabrielle Chanel, Madeleine Vionnet. D'accord. Et bien là, vous venez de voir. Alors, on a sur les noms que je viens de vous donner, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui, dans mon secteur déjà, qui viennent d'autres milieux sociaux que le mien, dont on ne connaît pas vraiment beaucoup, parce que c'est des femmes. Madeleine Vionnet, ça a été une des premières femmes à faire de l'inclusion dans sa maison de couture. Madame Gray, qui connaît Madame Gray? Une, voilà. Donc du coup, quand j'ai décidé de faire de la mode, je n'avais pas compris ô combien c'était difficile, d'où je venais, de décider de faire de la mode. Quand j'ai commencé mon parcours, les gens me disaient « mais tu devrais peut-être aller habiller, faire des boubous pour les femmes, faire des baggy pour tes potes qui font du hip-hop dans les cités, etc. etc. » Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le savoir-faire, c'était de faire de la mode. Alors, j'ai arrêté l'école en 3e et je n'avais pas de réseau non plus. Et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir réaliser ce rêve? Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'était ma détermination qui a sauvé, qui a tout transformé. Ma détermination était qu'il fallait vraiment changer le monde. J'ai été portée par une phrase qui était celle que disait Camus quand il a reçu le prix Nobel de la paix. « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le fera pas, mais sa tâche est encore plus grande. Elle consiste à faire en sorte que le monde ne se défasse. » Donc, c'était beaucoup d'humilité et en même temps, il fallait transformer le monde. Mais c'était encore plus grand pour moi. Il fallait transformer la mode. La mode, c'était quoi? C'est une des industries les plus polluantes après le pétrole. Et jusqu'à présent, c'est évidemment beaucoup d'hommes. D'ailleurs, quand on parle de grands couturiers, c'est hyper classe. Et quand on parle de couturières, elles sont derrière, dans les ateliers, et on les appelle les petites mains. Eh ben, moi, personnellement, je me suis dit, mais nous, on va changer le monde. Et on va le changer comment? Mais on va prendre soin de l'individu de A jusqu'à Z. Et prendre soin de l'individu, c'est quoi? C'est d'être un peu plus inclusif. Je décide de monter avec ma société une entreprise d'insertion par l'activité économique et par la mode. Et de permettre à toutes ces femmes qui sont dans les quartiers et qui ont ce savoir-faire de pouvoir, elles aussi, aller jusqu'au bout de leur passion. Donc, on a embauché plusieurs femmes. On a monté une exposition au Petit Palais avec 25 000 visiteurs en un mois et qui a permis vraiment derrière de booster le modèle économique. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet et mon projet, il est vraiment incroyable parce que c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. On a eu la chance d'avoir la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage, qui interdit de brûler. Vous savez que jusqu'à présent, on faisait des vêtements, mais la plupart, beaucoup en tous les cas dans les stocks, étaient brûlés. Aujourd'hui en France, on n'a plus le droit de brûler. Et bien du coup, nous, on a toujours fait les poubelles de la haute couture et on a décidé de organiser, de devenir des espèces de grosses éboueuses, si j'ose dire, mais d'avoir la classe, de faire de belles choses, mais de créer de la valeur. De faire des belles choses, de créer de la valeur au niveau de l'environnement, mais aussi de créer de la valeur pour toucher encore plus de femmes qui n'osent pas dire « mais moi, je sais coudre et moi, en fait, je m'occupe de mes enfants et je ne sais pas, je n'ai pas de métier. » Donc aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle Remake the Future. On va refaire le futur. Et son principe est d'organiser un grand lieu qui va permettre au plus de personnes possible de venir changer de modèle avec la mode, de changer de modèle avec une éco-conception. Moi, quand j'ai démarré, je vous ai dit, je n'avais pas mon bac. Aujourd'hui, je ne savais pas ce que c'était qu'un modèle économique, ni de faire des levées de fonds. On est en train de faire une levée de fonds entre 800 et 1 million, ce qui est vraiment énorme. Et je pense qu'on a vraiment réussi, parce qu'on a réussi une chose. La première, c'était que quand j'ai commencé à faire mon premier défilé au Carrousel du Louvre,
Personne ne croyait à la mode durable. Personne ne savait ce que c'était que des tissus dormants. Personne ne savait ce que c'était important de mettre dans son atelier des travailleurs en insertion. Aujourd'hui, on a changé ça. Et donc, le prochain coup, on va le transformer ensemble. Merci beaucoup. Merci Sakina. Merci beaucoup. Quelque chose me dit que bientôt, quand on parlera des grands créateurs, le prénom de Sakina vous dira à toutes et à tous quelque chose. Je vous propose d'accueillir notre dernier invité de la soirée. Si je devais le présenter, je dirais qu'il a fait 3 fois les Jeux Olympiques dernièrement. Donc on peut le féliciter. Mais attendez, c'est pas 3 éditions, c'est 3 fois pendant la même édition, comme à la fois responsable de la promotion des Jeux Para, à la fois commentateur de boxe pour ceux qui ont suivi, et puis, last but not least, j'ai envie de dire, comme athlète, puisqu'il fait partie de l'équipe de France de judo, vous savez, ce sport qui est comme la lutte, mais avec un pyjama. Donc, je vous propose d'accueillir Nasser Zorgani, qui va nous parler et faire une sorte de résumé de cette journée au travers de son parcours. Vous allez voir, il a énormément de choses à nous dire. Bienvenue Nasser. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup pour cette introduction pleine d'humour. Heureusement que je ne vois pas son visage. Bonsoir Saïd. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très très heureux de me retrouver ici. Je ne vais pas vous vendre un projet, mais vous proposer une idée que nous allons réfléchir tous ensemble. Par une question, on va commencer par une question. Alors si vous voulez répondre, ne levez pas la main, hein, soyez pas... Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Qui a bien pu dire cela? Merci. Eh oui. Et grâce à lui, dessine-moi un mouton, c'est une phrase que le monde entier nous envie, que le monde entier connaît. C'est humaniste. Et c'est ça la France, cette idée de la France, de la Pérouse, de la lumière, à l'heure où le monde bascule dans un état mondial de l'obscurité. Vous le savez, nous le savons, nous lisons la presse, nous écoutons la radio, les informations. La coercition, le repli sur soi, l'autarcie, chaque jour prennent le pas sur l'échange, le dialogue, la réflexion à travers le monde. Et vous qui aujourd'hui avez discuté de la transition démographique, écologique, de l'intelligence artificielle ou des nouvelles techniques de recrutement pour faire en sorte que ce monde soit pluriel, pensez-vous que vous y arriverez sans être des humanistes vous aussi ? Sans l'humain, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Je l'ai déjà dit ici, Saïd, il y a 5 ans déjà, à l'heure où ma vie était en pleine reconstruction. Alors, je ne suis pas président-directeur général d'un grand groupe, mais je suis président-directeur général de ma vie et docteur en résilience. Pourquoi? Parce que moi, à l'âge de 5 ans, j'ai traversé la Méditerranée sans savoir lire ni écrire le français, et j'ai atterri à Marseille, à la Belle de Mai, 2e quartier le plus pauvre d'Europe. À 17 ans, on m'a annoncé que j'allais perdre la vue. Et malgré ça, j'ai eu des doubles diplômes en langue, en économie, j'ai travaillé chez Vivendi, chez Canal+, chez Thales, j'ai atteint le sommet de ce groupe, et là je me suis fracassé par terre. J'ai échoué, pour diverses raisons personnelles. J'étais en fauteuil roulant il y a 10 ans, jour pour jour quasiment. Et le médecin m'avait dit, vous ne ferez plus jamais de sport. J'aurais bien aimé le voir ce médecin quand j'ai défilé sur les Champs-Élysées cet été. Et oui, chers amis, j'ai remonté la pente, parce que mon animal préféré c'est le phénix, comme mon chevalier du zodiaque préféré d'ailleurs. Pour ceux qui ont la référence. Pourquoi? Parce que tout simplement, je crois et j'ai cru et je continuerai à croire que les façons de faire différentes, que les approches différentes, que les individus différents sont source de valeur et de richesse pour l'entreprise, comme pour la France. Il y a 5 ans, quand j'avais fait ce discours, grâce à toi mon cher Saïd, ici même, j'avais déclaré que la différence, la diversité n'est pas une verrue, mais bien une vertu sur le visage de la République. Et je le pense toujours. Mais qu'est-ce qui a changé il y a 5 ans? Quand on lit l'article du Figaro dans lequel on constate que sur les 120 entreprises de SBF, 120, plus de la moitié n'ont aucune diversité. Qui est aveugle finalement et sourd? Moi? Alors, c'est bien de venir au sommet de l'inclusion. C'est comme moi ce que j'appelle la Fashion Week du handicap, la semaine européenne pour les personnes en situation de handicap. Mais sortons de la posture. Sortons de la posture parce que les challenges, les défis, ils sont vraiment là. 49 millions de personnes de 20 à 64 ans qui ne seront plus là. Les gaps de compétences, la raréfaction des ressources humaines, mais pas que. Parce que nous, on a l'arrogance, être humain que nous sommes, de croire que la planète va disparaître. Non, la planète bleue, elle va se régénérer. Elle a vécu sans nous il y a des milliards d'années et elle se débarrassera de nous. Si nous ne faisons pas le pas de l'humain.
Et ça, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez. Vous êtes dirigeante, dirigeant, manager, directeur, directrice. Je n'ai pas à vous le rappeler normalement. Je viens juste à conclure avec ceci. Souvenez-vous de ces grands messieurs, grands industriels qui avaient dit « Oh, le smartphone, ça ne marchera jamais ». Ou qui avaient dit « Netflix, ça va se casser la gueule ». Ou qui avaient dit « Ah non, Free, ils n'arriveront pas avec la data ». Ils étaient tous issus des mêmes écoles, des mêmes endroits. Voilà le véritable handicap, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Nasser, ne bouge pas. Chevalier Phénix, Nasser. Il a dit quoi sur le judo? Alors vous savez que Saïd était un grand judoka et que, attendez, et que quand il était judoka, il a battu l'Arbi Ben Moudaoud. C'est vrai Saïd ou pas? Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que la lutte, c'est du judo en juste au corps? On peut dire ça. Merci, bravo. Merci Aïda. Juste avant de te repasser le micro, parce que tu n'es pas venu pitcher, et merci pour ce résumé et cette prise de hauteur, ça nous a fait beaucoup de bien. Mais je voulais te demander, c'est quoi tes projets maintenant? Parce que je sais que tu en as plein. Ah bah écoutez, pour l'instant, j'ai la chance de faire beaucoup de conférences pour raconter comment nous avons construit les jeux tous ensemble. Et vous avez vu ce que ça fait quand on est tous ensemble, ça a été fantastique. On pourrait vivre tout le temps comme ça si on s'y met tous ensemble. Donc je raconte un peu comment on a fait les jeux, je fais beaucoup de conférences et ensuite on va préparer Los Angeles. Bravo. Et écoute, tout de bon. Cinquième à Paris, c'est quoi Los Angeles? On vise forcément la boîte. Los Angeles, c'est l'or ou rien. On vise la boîte. Voilà. Allez, merci beaucoup. Arnaud, merci Nasser, Aïda, merci à tous pour cette bouffée de générosité. There'll come a day, I swear you ain't seen nothing yet. That's when you say, my love, we're nowhere near the end. There'll come a day, I swear you ain't seen nothing yet. Ça marche, merci.